Alors, c'est ce moment où t'aimerais bien faire Eddie Mitchell. Je sais pas, vous vous souvenez la dernière séance? Toi, tu regardais ou pas? Moi, j'étais gamin, tous les mardis soirs. Eddie Mitchell est arrivé dans une salle de cinéma, au fauteuil rouge, et il faisait une présentation du film du soir, et c'était toujours un western. Et c'est le moment où t'avais pas cours le mercredi à l'époque, et c'était le moment où tu espérais juste que dans le salon, tes parents t'oublient, tu vois, qui t'oublient et que tu puisses regarder le film plus que les 25 premières minutes. Je me souviens, j'avais ma petite sœur à côté de moi et qui me demandait toujours « qu'est-ce qui va se passer, François? Alors là, il va mourir ou il va pas mourir là, tout ça ?» Et elle me gonflait, ma sœur, parce que évidemment, j'avais pas la réponse, j'avais pas encore vu le film. Bon, voilà. Mais donc, je vais faire mon Eddie Mitchell pour lui proposer, comme il le faisait à l'époque, une analyse de classe des 7 mercenaires. Non, j'ai vu ce film-là, c'était dimanche il y a 10 jours, parce que, tu sais, c'est Todd qui m'avait dit, quand je voulais me présenter aux élections là, législatives, je lui ai demandé mais pourquoi je dois faire ça. Il m'a dit il y a un moment, Steve McQueen dans Les 7 mercenaires, il est avec un autre mec, il lui demande mais au fait, pourquoi tu t'es jeté dans un cactus? Et l'autre mec répond je sais pas, je voulais voir ce que ça faisait. Et donc finalement peut-être que je m'étais lancé législative, me conseillait Todd pour voir un peu ce que ça faisait. Et surtout j'ai eu le sentiment du cactus avec toute mon histoire de la grande manif du 5 mai là, les comment ça s'appelle, les pointes de cactus là, les piquants du cactus, je les ai sentis tous les jours dans mon derrière quoi. Et donc je me suis dit pourquoi pour voir ce que ça faisait quoi. Et donc du coup je l'ai regardé parce que j'ai confiance en Todd, mais si ça se trouve ça y était pas cette citation, tu vois, j'arrêtais pas de citer ça, il me disait que c'était au début du film, en plus j'ai regardé le film et ça mettait vachement de temps à arriver. Donc je l'ai regardé et je me suis dit, en fait c'est un film vachement intéressant sur le plan politique. Qu'est-ce qu'on a? On a un grand bandit, c'est Calvera et les 40 voleurs. Il a toute une troupe autour de lui et qui s'en va rançonner en permanence des villages au Mexique, et notamment un village là. Et les habitants, qui sont des paysans mexicains, sont habités par la servilité, la lâcheté, la peur. Ils se courbent devant Calvera, quoi. Il y en a un qui y va pour se rebeller, boum, il est abattu d'un seul coup. Après, Calvera, il dit qu'il va revenir, et vraisemblablement, on se demande s'il va pas se mettre à violer les femmes qui se mettent à se cacher dans le village, et puis il va tout prendre et tout piller sur son passage. Et là, les paysans, conseillés par le vieux sage, vont aller recruter des mercenaires pour les défendre. Mais non seulement les mercenaires vont les défendre, mais surtout, ils vont apprendre les paysans à se défendre. Et ils vont apprendre les paysans à faire quoi? À chasser la peur de leur âme, tu vois, ou alors, du moins, on a le droit d'avoir peur, mais qu'elle ne les domine plus, qu'ils se rebellent à coups de pelle. À la fin, on va voir les paysans taper sur Calvera et ses 40 voleurs. Ils retrouvent confiance, ils retrouvent fierté, et une fierté qui est transmise aux enfants. Les enfants qui, pendant le film, il y a un groupe d'enfants qui dit à l'un des 7 mercenaires, mais t'as vu, nos pères, c'est rien du tout, ils sont nuls, ils se courbent devant Calvera, nous on veut être comme vous, on veut être des hommes. Et puis le mercenaire lui dit non, mais tes parents sont des hommes parce qu'ils se sentent responsables pour toi, nous on est responsables de rien, on passe ici, demain on sera ailleurs et tout ça. Et à la fin il dit aux enfants, regardez quand les paysans sont en train de taper avec coup de pelle sur les 40 voleurs de Calvera, ils disent regardez vos pères, vous voyez? Et là les enfants sont gonflés à leur tour d'un orgueil. Bon, alors pourquoi dans l'avant 5 mai, je pense que ce film résonne en moi? Alors il y a que je pense que là il y a les 7 mercenaires, mais nous sommes les 7000 ou les 70 000 ou les 700 000 mercenaires qui venons tenter de chasser la peur, la servilité, la lâcheté dans le cœur du peuple. Un peuple aujourd'hui qui est résigné devant la finance, devant Macron et ses 40 voleurs, vous voyez, parce que la politique de Macron soit aussi injuste que le pillage de Calvera, les gens en sont persuadés. Quand on prend le peuple en tout cas, quand on prend la CSG aux retraités, quand on prend des APL aux locataires, quand on supprime les emplois aidés, et qu'en même temps, on supprime l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, ou la semaine dernière l'exil tax, il n'y a pas de doute, les gens le savent que c'est injuste. Mais simplement, de la même manière que les paysans mexicains
renoncent à se bagarrer contre Calvera, sont habités d'un sentiment d'impuissance, et ben il en est de la même manière dans notre peuple qui est habité par un sentiment d'impuissance. Et notre devoir à nous, c'est, comme ces 7 mercenaires, de dire au peuple qu'il peut se défendre, qu'il peut se redresser, et qu'il suffirait d'un petit redressement pour que, à notre tour, on chasse notre Calvera à nous. Ça, c'est la première chose que je voulais dire, qui faisait écho. La deuxième chose, c'est sur l'analyse de classe. Au fond, là, dans le film sur les 7 mercenaires, la domination dans cette Amérique-là, elle se passe par les armes. C'est par les armes qu'on domine. Calvera, il est l'incarnation de l'oligarchie des armes avec ses 40 voleurs. Il est organisé. Le peuple, il n'a pas d'armes et il ne sait pas s'en servir. Et on a au milieu une classe intermédiaire, ces 7 mercenaires, qui pourraient choisir et d'ailleurs Calvera leur propose de s'allier à lui et de gagner bien davantage, ou de se mettre au service du peuple et en fait de n'avoir rien à gagner. On verra tout à l'heure combien la dénomination de 7 mercenaires est en fait ironique parce qu'il y a très peu à gagner. Dans notre société aujourd'hui, les armes, ce sont plus des colts, c'est le niveau d'éducation, c'est l'accès à la culture, c'est la manière de parler, d'écrire, je pense que c'est ça qui domine encore. Et on est de la même manière, on a Macron et son CAC 40, qui dispose de toutes ces armes culturelles-là de domination qui rend l'écrasement légitime. On a un peuple qui est pas dépourvu de savoir, parce que vous savez, quand on dit il y a un faible niveau éducatif et tout ça, maintenant les gens savent lire et écrire, tous presque. Et donc c'est évidemment, il y a une élévation continue, mais qui sont dominés culturellement, dominés éducativement par cette élite qui trouve des journalistes, qui trouve des économistes, qui trouve un certain nombre de corps de métier organisés à son service. Et puis il y a nous au milieu. Les 7 mercenaires, la classe intermédiaire, nous disposons d'un savoir, nous sommes au milieu et nous pouvons choisir de mettre notre savoir au service de l'oligarchie. Moi, j'aurais pu bosser et sans doute que j'aurais gagné bien mieux ma vie si jamais je m'étais mis très rapidement, à la fois en termes d'honneur et d'argent, de carrière, au service de Bernard Arnault, des journaux de Bernard Arnault, des journaux de Rothschild, enfin des journaux de Dassault. D'ailleurs, j'avais eu des propositions pour rentrer dans le groupe Dassault à la sortie de l'école de journalisme. Enfin voilà, bon, qu'importe. Mais, ou alors se mettre au service des gens, et ça rapporte moins. Et il y a moins d'honneur, moins rapidement et tout ça, mais bon voilà, c'est le choix des 7 mercenaires. Ça me fait penser à une anecdote à Bourg-en-Bresse. À Bourg-en-Bresse, je faisais un reportage pour Là-bas si j'y suis, sur un foyer qui allait fermer pour les sans-abri. En fait, il y avait aussi un camionneur qui ne trouvait pas de logement, il y avait un jeune qui était en stage, qui s'était mis là, bon voilà. Et ce foyer allait fermer et ils avaient planté des tentes devant la préfecture, dans un petit jardin devant la préfecture. Et il y avait, ça devait être une réception du Nouvel An ou quelque chose comme ça. Et il y avait les gens qui rentraient dans la préfecture, donc l'élite locale qui rentrait dans la préfecture, avec le costume, bien habillé et tout ça. On avait les sans-abri qui se trouvaient dehors dans des tentes, et on avait au milieu, je me souviens d'un éducateur qui jouait de la guitare. Et c'était bien que, géographiquement, il se trouve au milieu. Ça signifiait quelque chose. Et je vais lui parler, il me dit, bah voilà, tu vois, moi je suis de la classe intermédiaire qui peut choisir. Et j'ai choisi d'être avec ceux dehors, mais j'aurais pu rentrer à l'intérieur. Je suis suffisamment qualifié pour me mettre à leur service et aller manger des petits fours à l'intérieur. Mais j'ai choisi autre chose. Et voilà, je pense que cette classe intermédiaire, elle peut choisir. Ce sont les 7 mercenaires et je terminerai là-dessus. Je terminerai sur le mot mercenaire. En fait, en anglais, c'est The Seven Magnificent. Donc les 7 magnifiques, je pense. Et c'est donc une trahison que la traduction française par les 7 mercenaires. Mais je pense que cette trahison, elle est intéressante parce qu'en fait, jamais ils n'ont été aussi peu mercenaires qu'au moment où ils vont mener cette action. Là, ils viennent pour $20. Pour $20, ils vont y consacrer 3 ou 4 semaines. Alors, c'est presque, donc du coup, mercenaire devient presque quasiment ironique. Pourquoi ils y vont alors ? Et là, c'est quelque chose qui est vachement intéressant à voir se dérouler dans le film, c'est que chacun va là pour chercher un sens à son existence. Alors, on a Yul Brynner et Steve McQueen, qui sont quasiment les figures les plus politiques du film, qui y viennent parce qu'ils ont un attachement au peuple, et qui viennent pour le défendre, sur le fil d'une vie qui s'est consacrée à l'argent,
eh bien, ils ont, et qui du coup étaient un peu nomades, flottés, n'avaient pas de point d'attache, ils essayent de rendre service à quelqu'un et que ça donne un sens à leur existence, même s'ils ne vont pas parvenir à rester à cet endroit-là. On a un jeune qui cherche à ressembler à Steve McQueen ou à Yul Brynner, qui veut s'identifier à eux, qui fait tout pour leur ressembler, et puis aussi, finalement, on le voit à la fin, donc dans quelque chose qui est un peu, tu vois, un peu comme les mecs qui voudraient avoir des grosses bagnoles, des bagues, et puis tout ça, dans un idéal un peu comme ça, de se la péter, quoi. Et finalement, on découvre au fil du film que ses parents étaient fermiers, qu'il lui reste quelque chose de fermier en lui, et Yul Brynner et Steve McQueen vont lui dire, mais tu sais, ça vaut beaucoup mieux d'être un bon fermier que d'être des mercenaires comme nous, et le gars va être celui qui va rester dans le village paysan des Mexicains, par amour aussi, mais voilà, qui va se réattacher et retrouver finalement le sens de son existence, et qui va peut-être renouer avec ses parents aussi, qui finalement il choisissait de trahir, à laquelle il choisissait de renoncer, et il va peut-être se réattacher à eux. On va voir un mec qui, lui, jusqu'à la dernière seconde, va être habité par le désir d'or, mais on voit de la manière dont il parle de l'or, ça a quasiment une portée métaphysique. C'est comme si, quand on lui parlait d'or, on lui parlait d'un paradis perdu, ou d'un autre univers, ou d'un au-delà, et il peut mourir heureux parce qu'il croit qu'il y a eu de l'or. Ça lui suffit. Donc voilà. On a un autre, je ne me souviens plus de son nom, mais qui vient pour dominer sa peur. Il est tremblant, il est en crise nerveuse, il a peur de la mort, et qu'est-ce que c'est sa dernière action? C'est de venir là pour encore se confronter à lui-même et montrer qu'il arrive à dominer sa peur. Et pendant tout le film, il n'y parvient pas. Et il y parvient sur la dernière action, et la dernière action sur laquelle il va mourir. Mais lui aussi, quelque part, meurt heureux parce qu'il a réussi à dominer son démon dans la dernière ligne droite. Bon, voilà un peu. Bon, on a Bronson. Moi, Bronson, je supporte pas Bronson, mais bon, c'est comme ça. Vraiment, je trouve qu'il sait pas jouer. Tu vois les films avec Charles Bronson ou pas? Et soi-disant que ça doit être là pour incarner un côté flegmatique, mais je trouve que ça incarne rien du tout. Et si tu veux, Il était une fois dans l'Ouest, c'est quand même un film prodigieux, mais je comprends pas pourquoi il y a Bronson au milieu. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Voilà, je voulais, c'est mon petit plaisir à moi, tu vois, de mettre une analyse des 7 mercenaires. Voilà, je sais pas trop quel sens ça a dans mon parcours, mais je trouvais que c'était marrant de pouvoir mener une analyse de classe des 7 mercenaires. C'est toujours bien d'avoir des... Non, le risque, c'est le risque d'étouffer. D'étouffer, tu sais, il n'y a rien de pire que le c'est comme ça, la tautologie. Un chat est un chat, un sou est un sou. C'est la réalité. On veut en permanence nous renvoyer à ça. Donc, un truc qui tourne en rond, et finalement, il faut toujours aller chercher des respirations dans autre chose, dans un au-delà, pour le ramener dans l'univers politique. Parce que si on n'a pas ça, l'univers politique est quand même un univers très mesquin, très étroit, et assez navrant, je trouve. Et donc, si on n'a même pas de l'air d'ailleurs, je pense que dans une de mes futures interventions à l'Assemblée nationale, on entendra un peu d'air venir de Yul Brynner et Steve McQueen. Voilà.